Jean-François Caron, mes hommages. Salut, ça va? Ça va, toi? Super, merci. Bon, là, il y a du monde excité. Là. Ah, vous avez parlé avec Xavier Moreau, le point de vue russe, on va pas l'entendre. Aïe, 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 aïe. Pourquoi toujours tenter d'expliquer? La liberté d'expression, c'est la liberté de l'autre de s'exprimer. L'autre étant la personne avec qui tu n'es pas d'accord. Donc, faire confiance aux auditeurs qui sont suffisamment intelligents pour en prendre puis en laisser. Puis Trump, il parle aux Russes. On peut-tu, nous autres aussi? Il parle aux Russes, c'est ça. La nouvelle aujourd'hui, là, à l'international, c'est ça. D'ailleurs, parlons-en. Je te laisse aller, mon cher prof. Oui, ben c'est ça. Les derniers développements, il y a eu des rencontres à Riyad. Donc, l'Ukraine aurait accepté un cessez-le-feu momentané de 30 jours. Maintenant, la balle est dans le camp des Russes. Là, aux dernières nouvelles, je pense que c'est Rubio lui-même, puis Steve Witkoff, qui est comme un ami personnel de Trump, qui est aussi un type qui a œuvré dans l'immobilier à New York, qui font partie de cette négociation-là. Donc là, vraiment, là, les négociations semblent s'engager véritablement pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Maintenant, est-ce que c'est dans l'intérêt de Vladimir Poutine d'accepter un cessez-le-feu momentané de 30 jours? Tu sais, lui, il a toujours dit, la seule chose qui l'intéressait, c'était un cessez-le-feu permanent avec une situation qui de part et d'autre, là, il n'y aura pas un nouveau départ à la guerre dans 2, 3 ou 5 ans. Là. Donc, on peut se poser la question, un cessez-le-feu de 30 jours, en quoi est-ce que ça l'intéresserait? D'autant plus qu'il est en train de repousser lentement mais sûrement les troupes ukrainiennes dans la région de Koursk. Il continue à prendre du terrain dans la région du Donbass. Fait que en tout cas, ça reste à voir. Puis, en tout cas, moi je pense pas qu'il va accepter cette deal-là. Non, c'est refusé. C'est refusé. C'est refusé. Ouais. On l'a vu hier. Il était en treillis militaire dans une zone de guerre, donc dans la région de Koursk. C'est sûr qu'il y a du spectacle là-dedans. La politique, mais je l'ai vu. Là. Il était bien Mélanie Joly. Là. Oui, il fait sans le camo, Mélanie, là. Camo c'est ça. mais ça, c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre de Tchétchénie où Vladimir Poutine était présent en treillis militaire dans une zone de guerre. Ça, c'est quoi le message du régime, alors? C'est qu'on continue la guerre. Voilà. Je pense que le message, visuellement, c'est ça qu'il voulait envoyer. Et c'est un message qu'il envoie à Trump aussi. J'ai hâte de voir Trump, comment il va réagir à tout ça, parce qu'il s'est avancé, là. There's gonna be consequences! Ouais, en même temps, là, il s'est avancé, là. Mais il peut aussi reculer, hein. C'est un peu la dynamique Trump. Il a traité Zelensky de dictateur il y a 2 semaines, puis 3-4 jours après, il dit quoi? Vraiment? J'ai dit ça, moi? Il étale Marco, puis Marco, il mène sa diplomatie. Mais en tout cas, il y en a 600 exemples comme ça. C'est ça. Mais tu sais, moi, en fait, ce qui m'inquiète dans une certaine mesure, c'est que Trump avait initialement promis de mettre fin à la guerre en 24 heures, puis après ça, il avait étendu ça à 100 jours. Là, c'est la période des 100 jours va prendre fin plus ou moins dans la première moitié du mois d'avril. Là, on est rendu dans une situation où les Ukrainiens veulent faire la paix, mais sous certaines conditions. Les Britanniques veulent aussi que les Ukrainiens fassent la paix, mais ils veulent que les Ukrainiens soient dans une position de force. Ils veulent aussi que les États-Unis donnent des garanties de sécurité. La Russie est prête aussi à accepter un cessez-le-feu, mais sous certaines conditions. Ils veulent pas voir les Européens jouer les casques bleus. Exactement. Donc, qui va être déployé dans la zone de démarcation. Là, moi, je pense que Trump, il est peut-être rendu à un moment où il va se dire, écoutez, là, je sais que j'ai promis de mettre fin à la guerre en 24 heures, mais là, regardez ces gens-là, c'est impossible de discuter avec eux. Ils veulent clairement pas faire la paix. Oui. Écoutez, vous êtes témoins, j'ai vraiment tout fait, j'ai tout essayé. Je pense que oui. Mais là, c'est sa porte de sortie, Jean-François. C'est ça. Parlons de notre bordel d'ici. T'as sur le goût? On a du bordel, rien qu'en masse. Qu'est-ce que t'en dis, tout ça, le Carney, Ford, Trump et compagnie? Laisse-toi aller. Ça fait du bien. François Mitterrand, il a déjà eu une phrase célèbre. Il disait « Le nationalisme, c'est la guerre ». Cette phrase avait été dite dans les années 90, au moment où la guerre en ex-Yougoslavie faisait rage puis ça entraînait des massacres de civils comme à Srebrenica. Aujourd'hui, je pense qu'on doit également dire que le nationalisme, c'est l'abrutissement collectif. Puis on le voit bien en ce moment au Canada où le nationalisme canadien est en train de devenir une arme entièrement émotive qui permet aux politiciens de se hisser au sommet des sondages. On va prendre le cas de Mark Carney.
L'homme dont les Québécois font le plus confiance pour défendre le Canada face à Trump, selon les derniers sondages. Mais oui. Ah, Carney, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cet appui-là? Zéro. C'est la star académisation de la politique. Il sourit, passe à la TV, on l'aime. C'est ça. Puis, donc, vous avez ici un homme que les gens connaissent pas, qui a passé l'essentiel de son temps à l'extérieur du pays depuis 20 ans. Il a été pris à mentir en décembre dernier concernant le déménagement du siège social de la compagnie qui présidait de Toronto à New York. Le type n'a jamais détenu de poste sélectif de sa vie. C'est quelqu'un dont on ignore totalement c'est quoi ses idées politiques, qui est maintenant premier ministre désigné. Donc, je pense que demain, ça va être le grand jour pour lui. Il va officiellement être nommé premier ministre. C'est un imposteur. Ben oui, puis le type, là, il ne fait qu'agiter la feuille d'érable, puis ça suffit aux gens pour qu'ils lui accordent leur confiance. C'est preuve, là, ici, qu'instrumentaliser le nationalisme comme arme, c'est une méthode infaillible. Donc, miser sur l'émotion des gens, ce qui les définit collectivement. Puis quand tu dis l'émotion, c'est du nationalisme de pacotille, là, le Maple Leaf, là. Quand t'as vu Marchand qui utilisait ça, hein, ça va être finalement un tramway canadien. C'est très, à mon avis, de pacotille. Mais c'est ça. Carney va utiliser beaucoup la peur. Ils veulent nos lacs, ils veulent nos rivières, ils veulent nous envahir. Et là, avec l'anxiété dans le plafond, mon cher Jean-François, ça risque de marcher. Exactement. Fait que ça, là, c'est une espèce d'anti-américanisme, puis c'est un nationalisme de carton-pâte qui vont être les seules choses au cœur de la prochaine campagne électorale qui va être déclenchée vraisemblablement dans quelques jours. Donc, tous les politiciens vont se présenter comme le capitaine Canada par excellence. Ces gens-là, ils vont se rouler dans le sirop d'érable, s'envelopper dans l'unifolié, ils vont porter des chandails de hockey Team Canada, etc. Le Canada s'apprête là, à entrer dans sa campagne électorale la plus insignifiante de son histoire, où il va y avoir aucun débat de fond. Il n'y aura aucune remise en question du bilan libéral des 10 dernières années, du rôle qu'a joué Carney dans différentes politiques mises en place par Trudeau, comme la taxe carbone. Il n'y aura aucune discussion là-dessus. Ça va être un concours là, de qui va pisser le plus loin avec Trump. Puis Carney, là, il va se présenter comme étant un négociateur hors pair, une personne là, qui a déjà rencontré, dîné avec les plus grands décideurs politiques de ce monde, la personne qui a le plus d'expérience pour faire face à Trump. Puis vous allez voir Mélanie Joly dans son espèce de robe en treillis militaire. G.I. Jane. G.I. Jane, ça va aller, je vous le jure, là, dans les 40 prochains jours, ça va aller dans des bases militaires, ça va se mettre des treillis militaires sur le dos, des casques sur la tête, ça va vouloir jouer là, au plus fort. Doug Ford, les push-ups, let's go. Jusqu'à temps qu'il en vomisse. Il va vomir du poulet frit Kentucky jusqu'à Mississauga. Il n'en fera pas une demi-douzaine, ça, c'est certain. Non, j'en doute. Mais Mélanie Joly, hein? Elle marchait militaire aussi au point de presse, aussi. Hein? À pas doigts, les pas doigts, là, comme en Corée, là. Bing, 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 bing. Moi, je suis une bosseuse. Avec les bottes de cavalier, là. Ouais. Ah non, tu sais, on se rend compte que... C'est vrai, hein? Les bottes de la Louve des tarifs. Ouais. La cravache, arrêtez, là. La Louve des tarifs. On va faire des rêves. Mais, puis elle avait un autre suit aussi, un autre kit en vert kaki qui était différent de celui qu'on a vu en fin de semaine. Mais tu sais, ça joue une game. Puis tu sais, ça voit Zelensky qui est habillé comme ça, pour des raisons évidentes, son pays est clairement en guerre. Puis ça essaie là, de calquer ce modèle-là. Puis en faisant ça, c'est aussi un pied de nez à Trump. Hein? Parce que quand Zelensky est allé à la Maison-Blanche, c'est moqué de lui pour son habillement. Donc, faire comme Zelensky, c'est comme tenir tête indirectement à Trump. Ils sont en train d'entrer dans cette game-là. C'est un théâtre. Puis, c'est tellement malheureux parce que les gens, ils ont attendu 4 ans cette campagne électorale-là. Puis ça va être un coït interrompu. Ça va être là, des vraies questions qui devraient être débattues, là. Ça sera pas le cas. Ça va être là un concours de c'est moi le plus canadien, puis toi t'étais un... Poilievre, vas-tu verser là-dedans? Parlons-en. Je pense qu'il n'y aura pas le choix. Il n'y a pas le choix. Pas le choix de suivre la parade. Parce que l'anti-américanisme, c'est au cœur du nationalisme canadien-anglais. Oui. Tu sais, eux autres, après la Deuxième Guerre mondiale, quand le Canada s'est séparé psychologiquement de l'Empire britannique, il a fallu qu'on se dote d'une nouvelle identité politique. Puis évidemment, ça ne pouvait pas être la religion ou la langue, parce que les Américains, le Canada anglais américain, c'est la même langue, puis c'est à peu près la même religion. Donc, il a fallu qu'ils se différencient par rapport à quelque chose d'autre. Puis ça a été autour de politique publique. Donc, les États-Unis, c'est un hégémon,
ben nous, on est devenus des arbitres globaux, honnêtes et partisans de la paix puis des institutions internationales. Eux, ils déployaient leurs soldats partout dans le monde. Ben nous, on a plutôt décidé d'envoyer des casques bleus. Leur filet social est minimaliste. Ben le nôtre est devenu social-démocrate. Donc, eux, on le melting pot. Nous autres, ça va être un terrain de camping. On va appeler ça multiculturalisme. Tu fais exactement comme dans ton pays. C'est juste qu'il ne faut pas que tu oublies de faire ton rapport d'impôt. C'est ça. Nous, c'est pas la tactique de l'assimilation, contrairement aux États-Unis. Tu sais, tout ce qui, en fait, l'anti-américanisme est au cœur de la définition de ce qu'est un Canadien anglais. Au Québec, c'est différent, parce que la religion, la langue, l'histoire, évidemment, on peut appuyer le nationalisme sur autre chose. Mais les Canadiens anglais, c'est sur des politiques publiques. Et ça, ils tiennent à ces politiques publiques-là. Le problème, c'est que quand vous avez une relation comme celle-là, très tendue avec les États-Unis, c'est plus qu'une simple guerre commerciale, c'est une guerre existentielle. Parce que, tu sais, quand Trump dit « vous allez devenir le 51e État américain », là, dans l'esprit d'un Canadien anglais, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Donc, Poilievre, il n'aura pas le choix d'entrer dans cette game-là aussi. J'ai peur que ça se mette à délirer, Jean-François. Je te donne un exemple. On en a parlé ici en ondes. On n'était pas nécessairement d'accord là, sur les huées d'hymnes nationaux. Mais tu sais, mettons un crackpot dans un rassemblement qui brûle un drapeau américain. Je m'excuse, mais un extrait qui roule 5000 fois à Fox et à CNN, ça peut créer des dommages. Là. Oui. Mais ça se peut que ça arrive. Là. Ça peut très bien arriver. Puis, il y a des dommages collatéraux qui peuvent être causés par des délires anti-US. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est très délétère comme climat et c'est très dangereux, à mon avis. Ben, il n'y a plus de limite. Vous le voyez, là, vous avez Jacques Metzing qui veut interdire Trump de séjour au Canada pendant le sommet du G7. Ben oui, à Kananaskis. Vous avez 250 million de zozos qui ont signé une pétition pour retirer la citoyenneté canadienne à Musk. Wayne Gretzky il est passé de héros à zéro en l'espace de quelques semaines. En fait, là, brûler un drapeau américain, là, finalement, c'est pas si pire. Ça pourrait très bien être le fait d'un candidat d'un des grands partis politiques pendant la prochaine campagne électorale. Ça serait gênant. Dan, es-tu d'accord là-dessus? Oui. Peux-tu se mettre d'accord? Ah oui. Si tu peux pas le drapeau, tu peux pas... Moi, j'étais d'accord pour les huées parce que c'est du sport. Puis on ne faut pas s'attendre à des comportements intelligents lors de grandes manifestations sportives. Le drapeau, Jean-François, un candidat qui fait ça, honnêtement, là, il est rabroué par son chef. Tu serais pas surpris? Il y en a un qui a brûlé à la Maison-Blanche en fin de semaine. Oui, mais ça, c'était des timbrés extrémistes gauchistes. Ils peuvent aller... c'est une peine de prison aux États-Unis. Il y a du monde qui le font pareil. Ah, oui. Oui. Mais tu sais, si un politicien, un candidat fait ça, puis la réaction du public canadien, c'est majoritairement content. Ben, tu sais, le chef, s'il rabroue son candidat, c'est comme dire à une majorité de la population canadienne qui appuie le geste, vous êtes allé trop loin. À un moment donné, c'est une pente glissante, un slippery slope. Puis à un moment donné, quand tu commences à glisser comme ça, là, dans une pente de même, tu peux plus t'arrêter. Puis l'entièreté de la sphère politique canadienne est en train de tomber dans un trou comme ça. Puis c'est pour ça qu'on commence à voir des comportements, des déclarations de plus en plus farfelues. Ah, c'est génial, ton analyse. Effectivement. C'est comme si la fenêtre d'Overton, elle s'est comme tassée un peu. L'inacceptable est en train de devenir acceptable. Ouais, très intéressant. Oui. Ben, merci beaucoup, Jean-François. Génial. Merci, bonne journée.